Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au dialogue Vitam. Vitam, l'Université Laval de Québec et le CIUS de la capitale nationale se situent sur les territoires traditionnels non cédés des Hurons-Wendat et Wabanakis. Nous tenons à souligner ces terres qui nous permettent de nous rassembler aujourd'hui. Mon nom est Atem Larossi, candidat au doctorat à la Faculté de sciences infirmières à l'Université Laval et membre du comité Dialogue Vitam, et je suis ravi de vous recevoir pour notre dialogue intitulé Une bonne mort, les transformations du rapport à la mort dans la société québécoise contemporaine. Les dialogues Vitam sont une initiative de Vitam, Centre de recherche en santé durable qui est situé à Québec, affilié à l'Université Laval et au CIUS de la capitale nationale. Les dialogues sont des rencontres virtuelles destinées à tous les citoyens, les organismes communautaires, acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, chercheurs et étudiants, et qui ont pour objectif d'échanger dans un contexte interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt de la santé durable à partir de la recherche et des connaissances provenant de la pratique et de l'expérience citoyenne et des usagers. Je tiens à souligner la contribution de la direction de l'enseignement des affaires universitaires de la direction des communications de CIUS de la capitale nationale pour l'organisation de cet événement. L'activité d'aujourd'hui est intégrée à la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et en services sociaux du CIUS de la capitale nationale. Avant de passer la parole au modérateur du dialogue aujourd'hui, voici quelques rappels pour le bon déroulement. Officiellement, la durée de l'activité est d'1 heure, c'est jusqu'à 13 heures. Toutefois, nous vous invitons à rester pour continuer les échanges dans un contexte plus informel avec nos invités jusqu'à 13h30. Veuillez noter que les activités seront enregistrées et diffusées en ligne. Tous les micros et les caméras seront désactivés pour la première partie des échanges et pourront être réactivés lors de la période de discussion. À tout moment, donc, vous pouvez utiliser le chat vous, pour poser vos questions. Marie-Annick s'assurera que vos interventions soient bien partagées avec nos panélistes au cours de la période de discussion. Sans plus attendre, je vous présente maintenant notre animatrice Émilie Dionne et notre modératrice Marie-Annick Robitaille. Émilie Dionne est chercheure d'établissement à Vitam, Centre de recherche en santé durable, et professeure associée au département de sociologie de l'Université Laval. Elle est également artiste visuelle, dessin, peintre et écrivaine, roman, poésie. Ses intérêts de recherche portent sur l'intégration des arts et pratiques artistiques en recherche en sciences sociales, la sociologie du genre, la santé bien-être et du vieillissement, les éthiques féministes du care et la vulnérabilité. Pour Marie-Annick Robitaille, elle est conseillère en développement de la recherche, en liaison et en rayonnement du VITAM, Centre de recherche en santé durable. Elle cumule plus qu'une vingtaine d'années d'expérience comme coordinatrice et professionnelle de recherche à l'Université de Québec à Rimouski, à l'Université de Sherbrooke, notamment dans près de quinzaine d'années au Centre de recherche de CHU de Québec de l'Université Laval, au sein de l'équipe de recherche de Michel Sarrazin en oncologie psychosociale et soins palliatifs Hermos. Les projets sur lesquels elle a travaillé touchent une grande diversité de domaines de la recherche, tels que l'organisation des soins et services de santé, l'oncologie psychosociale, les soins palliatifs. Elle a animé durant plusieurs années des groupes de soutien pour les adultes endeuillés. Je passe maintenant la parole à Émilie Dionne qui introduit. Merci beaucoup, Athènes. Merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Ça nous fait vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui et de pouvoir animer cet échange avec nos panélistes sur un sujet qui sera vraiment toujours d'actualité, en fait, pour les êtres humains que nous sommes et sur lequel il importe qu'on se penche, qu'on prenne le temps et qu'on crée aussi des espaces pour pouvoir en discuter. Donc, concernant la discussion, la thématique de notre discussion aujourd'hui, il y a une grande diversité de phénomènes qui signalent une transformation de notre rapport individuel et collectif à la mort,
par exemple la transformation des rituels de deuil, de nouvelles formes d'accompagnement en fin de vie aussi. Et le rapport qu'on entretient à la mort, en fait, elle met en jeu toute une diversité de choses, hein, que ce soit notre rapport au corps, le nôtre comme celui des autres, la souffrance, la santé, notre rapport aux autres aussi, tout particulièrement nos proches. Et également nos attentes vis-à-vis des services qui sont disponibles, que ce soit de santé, de palliatif ou encore de deuil. Et donc, la réflexion aussi sur la mort, ben, elle engage toutes sortes de choses comme notre vision concernant la bonne vie, nos aspirations et aussi nos anticipations concernant l'avenir. Donc, pour pouvoir entamer et soutenir nos réflexions, qu'elles soient individuelles ou collectives, quant à notre rapport à la mort, aujourd'hui, on reçoit les panélistes suivants. Donc, tout d'abord, nous avons Elisabeth Beaunoyer, qui est professeure adjointe au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est titulaire d'un doctorat en santé communautaire de l'Université Laval qui porte sur l'étude des interactions entre les phénomènes liés à la mort et les médias numériques. Et ses intérêts de recherche incluent la cyberthanatologie, les loisirs numériques, la culture populaire, les inégalités numériques, les communautés, en particulier virtuelles, et la promotion de la santé. Ensuite, nous avons Éric Gagnon, qui est sociologue et qui mène des recherches sur le vieillissement, les soins et l'éthique. Et il est notamment l'auteur de l'ouvrage Les signes du monde, une ethnographie des centres d'hébergement, qui est paru en 2021. Et enfin, nous avons Gilles Nadeau, qui travaille comme responsable du service de l'accompagnement spirituel à la maison Michel Sarrazin depuis son ouverture et qui est également l'auteur de Écouter, hériter, accompagner à l'école de la fragilité, par-delà nos limites. Et puis, donc, aujourd'hui, nos échanges avec nos trois panélistes vont tourner autour de trois grands thèmes, si on veut. Tout d'abord, nous allons discuter des raisons socio-historiques qui expliquent la transformation du rapport à la mort au Québec. Ensuite, nous allons voir aussi la diversité des points de vue et l'importance de cette diversité-là lorsqu'il vient le temps de réfléchir à la mort, que ce soit individuellement et collectivement. Et puis enfin, pour nous aider dans notre réflexion et nos questionnements quant à nos propres relations avec la mort, nous allons aborder un peu ces autres perspectives et ces autres façons de l'aborder. Alors, si ça convient à tous, la première question que je vais poser à nos panélistes est pourquoi et comment s'intéresser à la mort, en fait. Donc, tout d'abord, j'aimerais tout savoir comment vous en êtes venu à vous intéresser à la mort et pourquoi aussi devrait-on s'y intéresser. Alors, je me tournerai peut-être vers toi d'abord, Elisabeth. Merci, Émilie. Bonjour à tous. Très contente d'être ici avec vous pour aborder cette thématique de grande importance, en fait, d'ouvrir un dialogue. Puis le mot est très, très bien choisi sur cette question-là. Pour répondre à la question, moi, j'en suis venue à m'intéresser à la thématique de la mort. Dès mes premières années, je dirais au baccalauréat, quand j'ai commencé à travailler au sein de l'équipe de recherche en oncologie, soins palliatifs de la maison Michel Sarrazin, avec Marie-Annick, entre autres, et d'autres personnes qui sont présentes là, dans l'assistance. Donc, ça m'a permis vraiment de commencer à expérimenter, je dirais, la recherche auprès de personnes en fin de vie. En parallèle à ces activités-là de recherche, j'ai aussi vécu des deuils personnels qui étaient très significatifs lors, je dirais, de la transition à l'âge adulte, là, en début d'âge adulte. Donc, ça m'a marqué personnellement, puis j'ai eu vraiment le désir d'explorer davantage cette question-là dans mon parcours académique et j'ai eu envie, en fait, d'explorer particulièrement les interactions avec les espaces numériques qui vraiment viennent marquer notre quotidien aujourd'hui. Merci, Elisabeth. Gilles? Oh, ton micro est fermé, Gilles. Prise 2. Voilà. Alors, comment je m'intéresse à la mort, j'avoue que c'est un peu difficile à expliquer. C'est là, je le constate. Et je pense que j'ai jamais fini de comprendre pourquoi je me suis engagé dans ce domaine. Ça répondait à une espèce de mouvement intérieur qui était là depuis toujours, je dirais même depuis l'enfance, et c'est assez particulier. Je dirais que c'est avec le temps que je découvre pourquoi je me suis engagé là-dedans. Dans ce pourquoi, bien, il y a toutes sortes de motivations. Il y a des motivations, je pense, très nobles,
Il y a de motivations moins nobles aussi. C'est toujours un petit peu glamour de parler de la mort aujourd'hui. Je pense qu'un psychologue aurait beaucoup de plaisir à jouer là-dedans. Mais alors, c'est difficile à expliquer, mais c'est là, je le constate. L'autre facteur, c'est que j'ai eu, moi aussi, des personnes très chères dans ma vie qui sont décédées. Et je dirais que quelque part, j'ai comme un compte à régler avec la mort. Ça a l'air dramatique de dire ça comme ça, mais bon, je ne voudrais pas que la mort ait le dernier mot. Et la raison peut-être la plus fondamentale de mon engagement, c'est que ben, je vais mourir un jour avec tout ce que ça peut comporter comme provocation à l'approfondissement et à l'évolution. Je ne veux pas mourir. Peut-être qu'un jour je le voudrais parce que ça va être tellement pénible, mais je ne veux pas mourir. Je ne veux pas souffrir. Ce qui fait que quand j'aborde cette réalité-là, je ne l'aborde pas comme quelqu'un, comme un observateur de la mort des autres, tout en essayant d'avoir le plus de rigueur possible, de l'ouverture dans mes réflexions. Ben, je reconnais qu'il y a une part de subjectivité dans mon approche de la mort. Et je dirais que s'il y a une compétence fondamentale pour œuvrer dans ce domaine, je crois qu'elle est là. C'est le moi que je serai un jour. Un autre facteur aussi, c'est que je vis dans une société et je suis témoin de son évolution. Parfois, elle me console, il y a tellement de belles choses, mais parfois, elle me désole, mais j'en fais partie. Et parmi ce qui me paraît actuellement des points vifs de notre évolution, ben, c'est toute la question du sens. Nous sommes collectivement beaucoup préoccupés du sens aujourd'hui. Et évidemment, comme citoyen, je porte aussi cette question-là. Et toutes les recherches spirituelles, religieuses ou religieux ou spirituelles, nommées ou non nommées, sont confrontées un jour avec la réalité de la mort. Alors, une recherche authentique de sens, on ne peut pas passer à côté. Et c'est peut-être un peu prétentieux, mais je crois que je veux changer avec d'autres, changer quelque chose dans notre société. Et finalement, un autre facteur, ben, je partage avec beaucoup d'autres personnes une certaine sensibilité aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Je me sens avec d'autres une responsabilité collective et pour moi, ça se traduit par le soin et l'accompagnement. Et je me gâte en travaillant dans le domaine parce que je rencontre beaucoup des gens de cœur, des malades, des proches, des intervenants. Et ça donne de l'espérance. Il y a l'Ukraine, il y a le Proche-Orient, mais il y a aussi des gens avec qui je travaille à chaque jour. Voilà un petit peu ce qui m'amène à m'engager dans le domaine. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Éric, juste avant de passer la parole, je vais simplement rappeler aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, s'il vous plaît, écrivez vos questions, vos commentaires dans le chat. Vous pouvez le faire à tout moment. Prenez bien le temps de sélectionner que votre message soit envoyé à tous les panélistes, mais aussi à tous les membres de l'assistance, à tout le monde, pour que tout le monde puisse le voir. Mais la période de questions, quand on va ouvrir la discussion avec le public, ça va être plus vers moins quart environ, moins 10, moins quart environ. Et puis pour la deuxième partie à 13 heures. Donc, Éric, à ton tour. Réfléchir sur la mort, moi, ça me paraît d'abord c'est une réflexion tout à fait de nature existentielle, très personnelle, qui me paraît tout à fait, en tout cas pour moi, essentielle. Savoir qu'on va mourir, ben, ça nous force à réfléchir aussi sur comment on vit et comment on veut vivre. C'est ça. Savoir qu'on est un jour, on va disparaître, ben, ça pose directement donc la question de ben, maintenant, comment je veux vivre. C'est se demander, poser la question comment je veux mourir, c'est se demander aussi quelle vie vaut la peine d'être vécue en ce moment. Qu'est-ce qui est pour moi une vie digne, une vie bonne? Tu sais? Est-ce que
est-ce que j'ai à ce moment une vie qui se rapproche, en tout cas, peut-être pas, qui atteint peut-être pas cet idéal-là, mais en tout cas qui s'en rapproche le plus possible. Donc, réfléchir sur la mort, ou savoir la mort présente dans nos vies, c'est réfléchir sur la vie, c'est réfléchir sur notre vie. Donc, ça nous force, ça nous amène directement à ça. Donc, c'est d'abord pour moi une question existentielle qui est fondamentale, en tout cas pour moi, qui est dans ma vie depuis toujours, pas juste quand il y a des deuils. C'est sûr que quand il y a des deuils, on est ramené à cette question-là, évidemment, plus immédiatement, mais c'est une question qui est toujours là, puisque ça pose la question de quelle vie je veux vivre, au fond, qui vaudrait la peine, qui serait digne, voilà. Puis ensuite c'est d'abord donc une question personnelle, mais je pense aussi que ça doit être une question collective euh, de- euh, de- par rapport à la mort. Comment on veut prendre soin des gens autour de nous, les gens qui sont en fin de vie. Euh, donc, on a ici une préoccupation à avoir et ça pose encore la question, c'est ça, les derniers mois, les dernières semaines de vie, les dernières années, qu'est-ce qu'elles devraient être? Quel idéal on devrait poursuivre par rapport à ça? Essayer de s'en rapprocher le plus possible. Ça pose aussi la question, réfléchir sur la mort collectivement, c'est quelle mémoire on veut garder des gens qui sont décédés. Nos proches, mais collectivement, c'est une question qui me paraît importante. Par exemple, comment finir sa vie? Ben, ça veut dire comment on veut la vivre auparavant, collectivement, pour soi, pour les autres, pour ses proches. Donc, il y a ici donc c'est une interrogation personnelle, existentielle d'abord, mais c'est aussi, je pense, ça doit être une réflexion collective. Merci, Éric. Gilles, Élisabeth, vouliez-vous enchérir? En fait, je vais renchérir un peu sur les propos d'Éric. Je partage d'ailleurs son point de vue là, sur comment finalement s'intéresser à la mort en dit plus long finalement sur le vivant ou sur la manière dont on souhaite mener notre vie. Aussi, il y a beaucoup d'écrits scientifiques, puis même plus au niveau spirituel et culturel qui évoquent ces idées-là, hein, que la manière dont on traite nos morts dans différentes sociétés, différentes cultures, ça en dit long sur les valeurs finalement qui habitent l'humanité ou cette société en particulier-là. Aussi, je veux peut-être rebondir sur les paroles de Gilles et d'Émilie du début, hein, que vous avez évoqué, le fait que tout le monde, finalement, va faire face un jour ou l'autre à la mort d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, soit par le deuil, soit par sa propre mort, ce qui en fait un phénomène ou un sujet qui est d'intérêt en soi. Mais ce qui le rend encore plus intéressant, à mon avis, d'une perspective peut-être plus psychologique, là, c'est que finalement, chaque deuil va être vécu de manière très différente. Donc, même si une personne vit un deuil d'une certaine façon à un certain moment de sa vie, 2 semaines plus tard, 2 mois plus tard, une personne différente, ça peut être vécu de façon très différente. Aussi, on peut appliquer cette idée-là même à l'approche ou à la conception de sa propre finalité. Donc, notre manière de concevoir ou notre attitude par rapport à la mort peut évoluer dans le temps en fonction des situations de vie qu'on va rencontrer, nos expériences passées, etc. Donc, c'est tous des facteurs qui font que c'est important de s'intéresser à cette question-là et d'y réfléchir. Mais ce n'est pas parce que c'est important et qu'on doit le faire que c'est nécessairement facile. Donc, c'est un exercice qui est très difficile à réaliser, puis c'est une des raisons pour lesquelles aussi on doit s'y attarder en tant que groupe à Vitam, on est bien placé finalement pour en discuter. Merci beaucoup, Élisabeth. Gilles, Éric, vouliez-vous ajouter quelque chose? Je rajouterais peut-être que pourquoi s'intéresser à la mort, c'est parce qu'on est, je suis et nous sommes des êtres humains et c'est important, je crois, la regarder en face pour devenir de meilleurs humains, personnellement et ensemble. Et c'est une zone d'ombre, souvent, la mort. Alors, plus on met un petit peu de lumière là-dedans, plus on a des chances d'arriver à une certaine liberté. Je crois que se refuser de voir la mort, d'en parler, de se questionner, c'est se fermer les yeux, puis ça nous rend prisonniers de toutes sortes de peurs. Les malades m'apprennent encore beaucoup, beaucoup sur cette espèce de liberté fondamentale là, qui, qui fait qu'on arrive à accueillir cet intrus qu'est la mort, mais à l'intégrer dans le fait qu'elle fait partie de la vie. Euh,
une autre chose aussi, toute la question du sens. Frankl disait, il y en a qui pensent que le sens, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs et qui nous est imposé. Il insistait sur le fait que non, c'est que le sens, c'est quelque chose qu'on construit personnellement, notre propre sens et même notre sens collectif. Le fait de se placer devant la mort est une pièce importante dans la construction de notre sens personnel. Alors, il y a le mot liberté, puis le mot aussi, le mot humilité. Ça nous remet à notre place, dans nos grandeurs, nos limites, mais aussi dans nos grandeurs. Alors, c'est pas, c'est sain d'aborder la mort, la réalité de la mort. Ce qui est peut-être moins sain, c'est parfois dans la façon de l'aborder. Ça, c'est une autre question. Ou de ne pas le faire, comme tu l'as On ne peut pas nommé le faire. plus tôt aussi. Éric, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter un élément par rapport à la réflexion collective, parce que sur la réflexion personnelle, je pense que Gilles et Isabelle viennent de dire des choses tout à fait essentielles. Par rapport à la question collective, vous voyez, cette semaine, ou la semaine dernière, on a décrété des funérailles nationales pour Carl Tremblay. On fait ça à certains moments, ça arrive une ou deux fois par année. Et c'est intéressant collectivement, puis ici, aujourd'hui, de réfléchir à... Mais, pour qui, puis, parce que quand on décrète des funérailles nationales, on dit donc, on désigne une personne comme quoi sa vie est exemplaire, intéressante. Sinon, en tout cas, si ce n'est pas un modèle, en tout cas, à faire des choses qui méritent d'être soulignées, puis comme on en fait des funérailles nationales, on en fait quelque chose. On met cette vie-là, en tout cas, en exemple, si tu veux. En tout cas, on la distingue. Alors, c'est intéressant. Alors, collectivement, qu'est-ce qu'on juge comme des vies intéressantes, des vies exemplaires, des vies réussies, des vies qui peuvent servir de modèle? Ouais. Alors, ça fait partie, je pense, au plan collectif, là aussi. Doit avoir une réflexion sur la mort. Quand on décrète des funérailles nationales, c'est une occasion de réfléchir à ça. Et puis, il peut y avoir d'autres occasions aussi. Par exemple, quand on débat, évidemment, sur les services publics, d'accompagnement, de soins palliatifs, etc., d'aide médicale à mourir. Il y a toutes sortes d'autres occasions pour avoir une réflexion collective là-dessus. Mais on en a eu une, on en a encore une, puisqu'elles n'ont pas encore eu lieu cette semaine et la semaine dernière, en décrétant les funérailles nationales pour une personne. Ben, qu'est-ce qu'on désigne ici comme étant une vie remarquable, distinctive, en tout cas, et je dirais qui peut servir d'exemple. Alors, c'est l'occasion, en fait, de discuter et de réfléchir là-dessus. Oui, puis merci, Éric. En fait, ça me fait aussi penser que c'est une occasion aussi où on célèbre de façon nationale un rituel. En fait, on montre aussi à quel point c'est, dans le fond, peu importe de quelle culture on est, en tant qu'être humain, ben, c'est un passage et puis il faut le souligner, puis il faut créer quelque chose autour de cela. Gilles en parlait aussi de quand on n'en parle pas, quand on se permet pas d'en parler ou d'avoir cette réflexion que c'est peut-être pas sain, que ça nous brime dans notre liberté. Puis il y a peut-être aussi toutes sortes de conséquences, en fait, assez néfastes et négatives pour une société, individuellement, psychologiquement, mais collectivement aussi, quand on pense à que ce soit à nos différentes institutions. Si on n'a jamais cette réflexion-là ensemble, ben, il y a toutes sortes de conséquences, j'imagine, à ces niveaux-là. Et Gilles, Elisabeth, vouliez-vous aussi ajouter d'autres choses en lien aussi avec cette idée des funérailles nationales aussi? Ben, si je peux me permettre, j'aurais peut-être un élément à ajouter en appui aussi. Tu sais, ce phénomène-là qu'on observe au Québec, c'est pas, comme l'a bien mentionné là, Éric, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire pour plusieurs personnalités connues. Si on pense à Steve Jobs, Robin Williams aussi, il y a eu des manifestations communautaires ou collectives du deuil qui se sont observées de différentes manières. C'est pas toujours des rituels nationaux ou de cette ampleur-là, mais parfois ce l'est. Et c'est l'occasion aussi pour les gens qui ont un véritable lien avec ces personnalités connues-là, qui n'est pas nécessairement réciproque, hein, c'est ce qu'on appelle là, un lien parasocial ou une relation parasociale, donc qui va dans un sens, mais qui ont un véritable sentiment de deuil qui est éprouvé suite au décès de la personne. Donc, il y a un besoin de fournir des espaces qui peuvent prendre différentes formes pour exprimer cette souffrance-là, puis pour exprimer la peine qui est ressentie là, à l'égard du décès d'une personnalité qui nous a marqués
profondément de différentes façons et pour lesquelles son décès nous fait de la peine. Aussi, il y a certaines études qui ont montré que ces occasions-là, ça peut servir également à des fins d'éducation à la mort. Donc, par exemple, dans le cas de Steve Jobs, suite à son décès, il y a des études qui ont montré que il y avait une augmentation des recherches sur le web concernant le cancer du pancréas. Donc, le fait de voir un modèle, justement un exemple qui était décédé de ce type de cancer-là, ça avait suscité l'adoption de comportements de recherche d'informations au sujet de cette condition de santé-là. Donc, ça peut aussi être des occasions qui servent d'autres fins ou d'autres projets plus grands. Merci, c'est vrai. Puis en fait, c'est un peu la même chose aussi quand une personne, par exemple, va commettre un suicide, par exemple. Là, il va y avoir beaucoup de démarches aussi qui vont être mises en place justement pour en parler, pour réfléchir à ces questions-là aussi. Si ça vous va, je transiterai vers notre deuxième question, puis en fait, on commençait déjà un peu à en parler, mais je pense que ça va nous permettre d'en parler de façon plus directe. Notre deuxième question pour vous, c'était quels sont les grands changements qu'on observe au Québec dans les dernières décennies concernant notre rapport individuel ou collectif à la mort? Est-ce que Gilles, par exemple, tu voudrais commencer? Oui, c'est très vaste comme question, hein. Puis je suis pas un chercheur, alors je vais vous parler de mon point de vue d'intervenant à la Maison Sarrazin. Euh, on précise dans les dernières décennies, mais si vous me permettez, tenant compte de mon ancienneté, je voudrais remonter plus loin. Alors, ça se fait que je fasse référence à des expériences d'enfance, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de changements. Des changements que j'observe, que je ne veux pas interpréter, mais qui m'ont frappé. Je commençais par dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. L'être humain a toujours eu le souci, dans des conditions normales, là, de prendre soin des personnes vulnérables, particulièrement de ces malades, celles qui sont en fin de vie, et d'en prendre soin avant la mort, au moment du décès et après la mort. Et ça ne change pas, je crois. Ça a toujours fait partie de l'humanité. Il y a aussi un autre, je ne sais pas si c'est un paradoxe ou il faut tenir les deux bouts en même temps, mais la mort a toujours été une affaire privée, intime, mais il y a des périodes de l'histoire où c'était public, on mourait en public devant ses enfants, puis on faisait son testament, se confessait devant tout le monde avant de partir. Mais en même temps, il y a une dimension, puis Eric l'a souligné, je pense qu'on en parle aussi depuis tantôt, qui dimension collective, comme une dimension communautaire. Et c'est peut-être sur ce point-là, moi, que je voudrais m'arrêter. Ce qui a changé, c'est la façon de prendre soin des personnes en fin de vie. Moi, mon rapport à la mort, c'est peut-être une question que je ne pose pas comme ça à partir de mon engagement. C'est plutôt mon rapport avec les personnes qui vont mourir et leurs proches. Alors, dans mon enfance, il me semble que la dimension communautaire était très, très accentuée. La mort faisait partie de la vie. C'était pas pour moins difficile, pour moins pénible, mais c'était là. Et souvent, on était malade, on mourait à domicile, soigné par les proches, la petite et la grande famille, aussi les membres de la communauté. Après le décès, les rites de deuil étaient pas mal toujours les mêmes pour tout le monde. Et on dirait que la communauté supportait, prenait en charge la peine des autres. Après ça, ben, il y a eu un changement. Je fais référence peut-être à une autre étape de ma vie que j'ai pu observer. On a commencé à mourir à l'hôpital. Le milieu hospitalier a pris les choses en main. La famille était reléguée soit dans la chambre ou dans le corridor. Elle venait voir le malade aux heures des visites. Et là, la mort devenait de plus en plus une affaire privée, intime, gérée beaucoup par le monde des hôpitaux. Et c'était l'époque où on commençait à trouver que la mort, ça n'avait pas d'allure. C'était pas naturel, hein. Il y a même des auteurs qui disaient que la mort était obscène. Et les personnes qui endeuillaient n'avaient pas tellement de support, ou en tout cas, elles en avaient, mais pas très longtemps. On a laissé tomber les signes de deuil. Alors, il fallait s'en sortir. Et dans les années 80, là, j'arrive aux dernières décennies, ben, il y a eu une réaction.
Et ça, c'est le monde des soins palliatifs, mon monde. Et si les soins palliatifs sont arrivés, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les a préparés, quelque chose qui avait commencé à changer. C'est pas les soins palliatifs qui ont changé la société. Et là, il y a eu un gros changement, je crois. On redécouvre que la mort fait partie de la vie, elle est naturelle, que la douleur n'est pas une fatalité, on peut se soulager. Et d'après ce que j'ai entendu de nos fondateurs, on avait ce qu'il fallait pour se soulager. On a commencé à tenir compte aussi que les proches sont eux aussi souffrants, ils ont besoin d'être soutenus. Il y a comme une espèce de nouvelle famille, une nouvelle communauté qui s'est formée. Au centre, il y a le malade, les proches, les soignants professionnels, les bénévoles. Un nouveau mot est apparu dans les soins, on parle d'interdisciplinarité. On entend un nouveau mot qui courait pas les rues, accompagnement, approche globale, holistique pour répondre à une souffrance globale. Et la dimension spirituelle, religieuse ou non, ou avec ses complexités, se posait avec, on en tenait compte. C'était pas réservé au privé. Et accompagné de tout ça, des questions éthiques nouvelles qui se posent. Bon, acharnement thérapeutique, cessation de traitement, etc. Et j'arrive à aujourd'hui, et il y a encore des changements qui affectent même les soins palliatifs. Quand la Maison Sarrazin a ouvert, les soins palliatifs étaient souvent considérés comme des soins terminaux. Alors, on disait à quelqu'un, il est en soins palliatifs, donc il reste combien de temps? On a découvert que les soins palliatifs pouvaient être prodigués, pas juste en fin de vie. On commence à parler de soins palliatifs et de fin de vie. Une pratique, un soin qui vient complètement bouleverser les choses et on n'a pas fini d'en voir les effets. C'est toute la question de l'aide médicale à mourir. Et ça, ben, ça se vérifie dans les rites qui changent, les services de deuil. Alors, ma conclusion sur ce petit point-là, c'est que dans les soins palliatifs, il me semble les changements, ben, c'est la mort est en train de redevenir quelque chose de communautaire, mais dans une société où on dit que les gens sont individualistes. Il faut tenir les deux bouts de l'affirmation. La mort fait partie de la vie, on ne la cache plus, on ne la cache pas aux enfants. La communauté sent une responsabilité de prendre soin de ces personnes en fin de vie et on travaille en interdisciplinarité et la question du sens devient vraiment majeure. C'est un peu les changements là, pour répondre à la question, que j'ai pu observer de mon lieu au cours des dernières décennies. Merci beaucoup, Gilles. Éric? Oui, je ne suis pas intervenant, mais j'attrape la question par un autre bout, celle du sociologue que je suis. Ce qui me frappe, moi, c'est la diversité des tendances, des idéaux, des valeurs par rapport à la mort qu'on peut percevoir dans la culture, dans la société contemporaine. Différentes tendances qui ne vont pas nécessairement toutes dans la même direction. Si je peux relevé, si je devais faire un relevé, je dirais d'abord une première préoccupation, c'est ne pas souffrir. Hein. Il y a une peur très très forte de la souffrance, une peur de la déchéance. Hein. On demande assez de faire disparaître toute forme de souffrance. On ne veut pas se retrouver dans une situation aussi de déchéance physique. Hein. Entre autres, les revendications, par exemple, très, très actuelles de l'aide médicale à mourir pour la situation de démence. Hein. Donc, il y a toute une peur de la souffrance et de la déchéance qu'on essaie d'effacer ou de prévenir le plus possible. Ça me paraît une valeur ou un idéal, ou en tout cas une tendance de fond. Une autre tendance, c'est l'autonomie, la revendication d'autonomie. On essaie d'avoir un contrôle sur sa vie, très, très fort. L'aide médicale à mourir dont je viens de parler en est évidemment un fort exemple. Hein. Je choisis quand je vais mourir, c'est moi qui décide quand ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue, etc. On veut aussi, ça se manifeste d'autres façons, cette autonomie-là. On ne veut pas dépendre des autres. C'est quelque chose que j'entends beaucoup autour de moi. Les gens disent, oui, mais quand je vais être vieux ou quand je vais être malade, je ne veux pas que mes enfants, mes proches aient à s'occuper de moi. Donc, ça, c'est la deuxième valeur forte
par rapport à la mort, c'est l'autonomie. Ensuite, une troisième, c'est l'intimisation ou la personnalisation de la mort. Ça, on le voit très, très fort dans les rituels après la mort d'un décès, quand on va dans les cérémonies funéraires. Il y a des témoignages sur la personne, on met la musique que la personne aimait, là, on personnalise, là, c'est plus des discours, des rites, comme il y avait autrefois, qui étaient les mêmes un peu pour tout le monde, à l'Église notamment. Maintenant, on essaie de personnaliser de plus en plus les cérémonies funéraires, très, très fortement. Ça se traduit aussi dans l'accompagnement en fin de vie dont Gilles vient de parler. Hein. L'emphase est beaucoup mise sur les liens significatifs avec les gens, les liens significatifs avec les intervenants, les liens significatifs avec ses proches, sur lesquels repose beaucoup cet accompagnement-là, sur les besoins spécifiques de la personne, sur la manière, sur ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent en fin de vie. Donc, une forte personnalisation du rapport à la mort. Puis en même temps, un quatrième phénomène ou valeur très, très forte, c'est repousser la mort le plus possible. Hein, par développement de traitements, de médicaments, de prothèses. Hein. Notre société investit énormément de ressources, d'argent pour développer des soins, des traitements pour repousser la mort. Les attentes sont très, très fortes là-dessus. Ça se dément pas. Et ces quatre idéaux-là, pas souffrir, être autonome, ou avoir un contrôle sur sa mort, la personnalisation, puis repousser la mort, ça nous amène pas nécessairement toujours dans la même direction. Tout ça peut être en tension. Hein. Repousser la mort d'une façon, puis en même temps, l'aide médicale à mourir, la devancer. Accompagner dans les soins palliatifs, faire de la mort une étape de la vie, puis avec l'aide médicale à mourir, plutôt une étape à abréger. Vous voyez, on insiste beaucoup sur les liens, puis avec les proches, les liens significatifs, puis en même temps une forte revendication d'autonomie. On a peur de la souffrance, mais en même temps, on valorise beaucoup le courage puis la lutte des gens dans la lutte contre leur cancer ou contre les pathologies. Donc, toutes ces tendances, ces valeurs, ces idéaux-là ne vont pas toutes dans la même direction. Au contraire, ça crée beaucoup il y a des tensions, il y a des conflits entre ces différentes valeurs-là avec lesquelles chacun essaie de composer tant bien que mal, disons. Merci, Éric. Puis comme tu le disais au début, en fait, dans toutes ces tendances-là ou ces valeurs-là, ben, on voit aussi des valeurs sur nos sociétés, hein, des valeurs sociales, qu'est-ce qui est valorisé, l'autonomie, bon, la personnalisation aussi. On voit beaucoup ces thèmes-là. Élisabeth, toi, de ton côté? Bien, c'est sûr qu'il y en a long à dire, puis Gilles et Éric ont couvert une bonne partie des éléments. Donc, moi, je vais me concentrer plus sur l'aspect vraiment technologique qui est plus l'axe que j'ai étudié là, dans le cadre de mes travaux de recherche. Vous savez probablement déjà, vous ne serez pas surpris d'apprendre que il y a des interactions avec et à propos des morts qui sont observées à partir des outils de communication depuis l'aube de l'humanité. Donc, dans les caves du Néolithique, on voyait des dessins en hommage à des défunts. On avait la commémoration de la généalogie aussi qui était observée là, lors de l'époque de l'Antiquité. Donc, c'est des démarches qui ont évolué avec l'apport des nouvelles technologies tout au fil de l'histoire. Donc, je vais vous épargner un cours d'histoire, mais pour, pour arriver rapidement là, à l'époque actuelle, on peut dire qu'aujourd'hui, on est marqué par deux phénomènes principaux. Il y a d'abord l'explosion des technologies numériques, finalement, qui nous permettent de communiquer davantage l'information. Donc, ça, au niveau des rituels, ça entraîne une expérience différente. On parlait justement des rituels collectifs auxquels tout le monde peut participer, mais ça, c'est en grande partie permis par les médias et les outils technologiques. Donc, le fait d'avoir la télévision, les journaux, ça permet finalement de vivre ces expériences collectivement. Puis aussi, d'un autre côté, on a un aspect qui provient plus des médias sociaux, donc qui ont émergé là, au début du 21e siècle. Avec les médias sociaux, on ne fait plus seulement interagir à propos des morts. Maintenant, on interagit avec les morts. Donc, quand on a un compte Facebook, par exemple, de notre vivant, mais ce compte-là, il reste après notre décès, que ce soit Facebook, Instagram, bon, peu importe la plateforme. Ces espaces qu'on occupait de notre vivant demeurent après
notre départ et sont encore plus alimentés aussi par les gens. Donc, ça devient un espace de commémoration. Donc, l'identité du défunt se maintient une existence dans le cyberespace qui vient vraiment changer finalement l'expérience de deuil qu'on a actuellement de ce qu'on pouvait avoir il y a 100 ans. C'est sûr qu'il y a 100 ans, par exemple, on avait des photographies, on avait la radio, en fait, c'est ça, on avait plusieurs, les gramophones, les radiophones, etc. On avait plusieurs technologies qui nous permettaient de garder en mémoire certains aspects, mais c'était toujours un peu paradoxal, particulier quand ça a émergé. Mais aujourd'hui, c'est devenu commun de voir une photographie de quelqu'un qui est décédé, de réentendre sa voix sur un enregistrement vidéo ou audio. C'est de plus en plus commun. Ça accompagne de plus en plus ces processus-là. Donc, je dirais que ça, c'est un des changements majeurs qu'on observe au Québec et ailleurs. En fait, ça ne concerne pas uniquement le Québec. Merci beaucoup, Elisabeth. J'en profite pour te relancer un peu sur cet aspect-là parce qu'effectivement, hein, c'est vraiment tout un phénomène nouveau que le numérique apporte. Parce que quand on parlait tout à l'heure, oui, il y avait des photographies, il y avait la radio, des choses comme ça, mais souvent, ce matériel-là, là, qui concerne la personne défunte, ben, c'est la famille qui va l'avoir ou c'est des amis, il reste un petit peu plus circonscrit, alors que maintenant, vu qu'on a des présences ou des vies en ligne, il y a beaucoup, beaucoup de matériel qui devient accessible à tout le monde, ben, en fait, il y a des gens qui vont soudainement, c'est ça, devenir être connus après un moment, après le moment où, dans le fond, ils sont morts. Là. Puis sans nécessairement que ce soit des gens qui étaient si connus nécessairement. Là, ça pourrait être un ami d'un ami, puis là, soudainement, on connaissait même pas cette personne-là, mais il va y avoir comme un mouvement de voir qui était cette personne-là, dans le fond, qu'on a perdu trop tôt. Exactement. Qu'on a perdu, oui. Éric, Gilles, voulez-vous ajouter, réagir, d'autres changements dont vous auriez peut-être voulu parler ou réagir les uns sur les autres aussi? Moi, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant les funérailles nationales. Je pense, il y a les funérailles nationales, mais j'aimerais donc savoir quels sont les critères à partir desquels on décide quelqu'un faire des funérailles nationales. Ça, je reste un petit peu mal à l'aise avec ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a un courant émotif, comme disait Éric, est-ce que c'est un modèle qu'on présente? Bon, je ne veux pas remettre ça en question, mais moi, ce qui me parle plus, c'est les mouvements spontanés des gens dans un deuil commun. Comme par exemple, le chanteur dont on parle, ben, les gens se sont retrouvés spontanément le soir sur les plaines, ils ont chanté ensemble, ils se sont fait des accolades, ils se sont aimés, ils ont pleuré, ils ont allumé des petites chandelles. Ça, pour moi, ça parle beaucoup, beaucoup d'un besoin d'être ensemble dans des moments où on a de la peine, peut-être plus que des funérailles nationales. Et une autre situation, je vais vous faire retourner dans le temps, là, mais quand Lady Di a été décédée, c'était un courant quasiment excessif là, de fleurs, d'embrassades, on a pleuré ensemble, alors que le côté officiel, ça a été plus l'occasion de conflits, de récupération médiatique. Vous avez parfois dans des quartiers un enfant qui se fait heurter par une auto, il décède, ou un infanticide ou un féminicide. Qu'est-ce que les gens vont faire spontanément? Ils vont aller devant la maison, ils vont faire un petit hôtel, ils vont mettre des peluches, ils vont allumer des chandelles, ils vont pleurer ensemble. Ça me parle beaucoup, que la mort nous ramène à notre solidarité commune comme être humain. Et ce sont des mouvements spontanés qui sont importants dans le deuil. Pleurer ensemble, dire que ça n'a pas de bon sens, s'inquiéter pour les enfants, tout ça, ça me parle beaucoup personnellement. Merci, Gilles. Éric, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ce moment-ci?
Est-ce que vient de dire Gilles? Non, c'est très juste. Peut-être à ce qu'Elisabeth disait tantôt aussi sur tout ce qui les traces, tout ce qui reste des personnes une fois mortes. Puis aujourd'hui, bon, avec les médias sociaux, la facilité à prendre des photographies, à conserver des enregistrements, etc., le numérique de manière générale, qui fait qu'on a beaucoup plus de choses. Il reste beaucoup plus de traces. Est-ce que ça veut dire, par contre, puis là, je n'ai pas du tout la réponse, mais la question me pose ça, on a beaucoup plus de traces. Est-ce qu'on garde plus, que la mémoire va durer plus longtemps de cette personne-là? Est-ce qu'elle est mieux assise? J'en suis pas certain. C'est pas la masse des traces qui fait qu'on garde la mémoire d'une personne. Là, je parle ici de proches, évidemment, là, par rapport à l'intervention que faisait Elisabeth, mais ça vaut aussi pour l'intervention que fait Gilles aussi collectivement, tu sais. Et, funérailles nationales ou rassemblements très spontanés, tu sais. Une fois que c'est passé, qu'est-ce qui en reste? Ça pose la question de la mémoire, puis de la place, de manière plus générale, à la place des morts dans notre vie. Que ce soit au niveau personnel, là, nos morts, nos proches, les gens qui ont compté pour nous, quelle place une fois les premières semaines passées, les premières effusions, quelle place ils conservent dans nos vies. Puis collectivement aussi, les morts qui nous ont beaucoup touchés, bouleversés, comme Carl Tremblay ou Gilles parlait de Lady Di, tout ça. Qu'est-ce qui en reste après? Après les moments d'effervescence. Donc, ça pose la question de la place des morts dans nos vies personnelles ou dans nos vies collectives. Est-ce que ça change? Qu'est-ce qui les maintient présents? Là-dessus, je n'ai pas de réponse. Je veux juste soulever la question. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses au plan personnel, c'est pas parce qu'il y a plus de traces, de matériaux, de photos que la mémoire demeure, ou en tout cas la place ou la place qu'elle a dans nos vies personnelles change. Collectivement aussi, c'est pas parce que nécessairement il y a des grandes diffusions collectives que ces personnes-là demeurent présentes par la suite. C'est plus une question là, ici que je soulève, une question en tout cas que je me pose, moi, mais pour laquelle, là, je n'ai pas de réponse. Merci, Eric. Je trouve ça extrêmement riche parce qu'effectivement, puis là, peut-être que c'est moi personnellement, mais je pense qu'on a tous effectivement un grand panel de relations avec des morts, et, chacun d'entre nous. Puis en fait, est-ce qu'on y pense si souvent que ça, là, toutes les personnes qui sont mortes, mais avec qui on entretient des relations, on continue d'entretenir des relations qui nous inspirent, qui nous aident à prendre des décisions, qui vont nous visiter, là, dans le fond, à différents moments de nos journées. On sent une odeur aussi, puis le souvenir de la personne nous revient aussi. Fait que merci pour ça. Je trouve que c'est une idée importante aussi, mais de pouvoir collectivement, individuellement, penser à ça et réfléchir à ça aussi. Le temps file, puis là encore une fois, les questions se coulent les unes dans les autres. En fait, n'hésitez pas si vous préférez parler d'autres choses, mais il y a quand même certaines choses dans la discussion des dernières minutes qui est survenue, vers laquelle je voulais vous amener, qu'on a nommé aussi au début. On parlait, bon, ça fait que c'est important et que c'est peut-être même sain de parler de la mort, de créer, de faciliter ces échanges-là, ces réflexions-là. Puis en fait, je me demandais si vous avez des pistes un peu de réponse à cette question-là, de dire comment qu'on pourrait faciliter davantage ces discussions-là ou ces réflexions-là, ou créer des espaces, s'il y en a aussi qui existent puis qu'on connaît peut-être moins. Alors, je vous lance cette question-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut peut-être se lancer, justement, ou réagir sur autre chose qui a été dit aussi. Moi, j'aurais peut-être une réaction en tout cas, une question que j'aimerais poser à Elisabeth. Tous ces moyens techniques pour garder la mémoire, est-ce que dans ses recherches, elle a pu faire un lien avec les croyances en l'au-delà? Garder mémoire, communiquer avec un défunt, est-ce que ça veut dire qu'on croit quelque part qu'il est encore vivant? Est-ce que c'est une... Il y a ça, puis la frontière entre ce type de mémoire à partir de soit d'objets ou d'images, c'est quoi la frontière entre ça puis
la croyance aux fantômes, ou je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui me questionne là-dedans. Est-ce que c'est pas un peu morbide? Est-ce que c'est pas une façon, ça pourrait pas être une façon de nuire à un deuil que de... J'ai pas de réponse, j'ai juste plein de questions parce que c'est tout nouveau. Concernant la question que tu apportes, moi, je dirais que un lieu important pour se parler de tout ça, c'est quand la personne est très malade et en fin de vie. C'est le temps d'en parler entre nous. C'est pas facile, mais d'en parler avec la personne malade, de se dire des choses, je crois que c'est une très bonne occasion d'ouvrir le dialogue, de créer des espaces d'échange. C'est une réaction première, vite, vite, là. Merci, Gilles. Éric, Élisabeth. Ben, si je peux réagir à la question que Gilles m'a adressée, en fait, c'est une très bonne question, puis je suis contente qu'elle soit posée parce qu'effectivement, c'est un souci qui revient quand même dans la littérature scientifique où on se pose cette question-là. Est-ce que c'est aidant ou non? À ma connaissance, on n'a pas assez d'évidence pour voir ce que ça peut aider ou nuire. Souvent, c'est plus par rapport aux personnes, donc au processus qui est intimement, vraiment très personnel. Donc, pour quelqu'un, ça peut aider de voir des vidéos de la personne qui est décédée. Ça peut aider à maintenir cette présence-là quand la souffrance est trop aiguë. Mais dans d'autres cas, ça peut juste retarder finalement un peu le processus ou entraîner une difficulté de se tourner vers ces activités qui permettent la restauration, hein, des activités qui permettent finalement de reprendre une vie sans la personne ou de s'habituer à l'absence. Donc, on a ces deux euh, théories, je dirais, ou deux façons de voir les choses. Puis, c'est difficile de statuer est-ce que c'est l'un ou si c'est l'autre. Je pense que c'est très personnel, puis ça dépend des situations puis des personnes qui le vivent. Donc, pour des soignants, par exemple, qui entendent ce discours-là, faut peut-être garder ça en tête que ça peut être différent. Sur le plan très théorique et scientifique de la chose, euh, on a quand même certains questionnements éthiques qui sont soulevés par certaines innovations qui sont proposées dans différents secteurs là, qui permettent justement d'accentuer cette présence sociale. Donc, c'est des entreprises privées qui vont utiliser les données des personnes pour finalement créer, augmenter cette impression de présence sociale-là de différentes façons. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais ça soulève des enjeux éthiques assez importants. Puis, on n'a pas de moyens législatifs encore pour vraiment venir encadrer ça, parce que si vous le savez, euh, les données des défunts ne sont pas autant réglementées que les données des vivants. Donc, on n'a pas autant de réglementation sur le plan légal pour protéger les données des personnes défuntes. Donc, je ne sais pas si ça apporte une piste de réflexion là, à Oui, cette merci. question-là. Mm. Merci, Elisabeth. Éric, est-ce que tu voulais? Tu as une minute. Oui, je voudrais ajouter un élément. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de réponse à la question si ces données numériques-là nuisent ou favorisent le deuil. J'en ai aucune idée, mais j'aimerais attirer quand même l'attention sur un point. Tantôt, je parlais de la présence des morts dans nos vies. Les morts sont présents dans nos vies, pas juste quand on s'en souvient, quand on voit une photo, quand on voit, où on en parle explicitement. Ils sont présents de différentes façons parce que, en tout cas sur un plan personnel, c'est parce qu'ils nous ont changé, parce que d'une manière ou d'une autre, elles ont contribué à faire qui on est, tu sais, puis ça nous ont marqué d'une façon ou d'une autre. Et c'est par cette marque-là qu'elles sont d'abord présentes dans notre vie. Et il n'y a pas besoin de s'en souvenir, d'aller voir des photos constamment, pour que d'en discuter pour que les morts soient très présents dans nos vies. En fait, ils le sont de différentes façons. Alors, à certains moments, on en prend conscience. Comme quand on parle à ses morts, parce que ça arrive. Il n'y a pas besoin de croire à l'au-delà pour ça. Là. Des fois, on est en conversation avec une personne qui nous a marqué, qui n'est plus là, parce on s'imagine, on s'imagine une conversation, on se pose qu'est-ce qu'elle penserait de la question que je me pose en ce moment, on s'imagine la réponse qu'elle nous donnerait. Il y a des moments comme ça où les morts sont beaucoup plus sont clairement présents dans nos vies, mais sinon, ils le sont toujours de manière latente par la manière dont ils nous ont, en tout cas au moins par la manière dont ils nous ont changés ou influencés.
Merci beaucoup, Éric. Le temps file et j'aurais tant d'autres questions sur lesquelles je voudrais vous relancer, mais il faut que je passe la parole à d'autres parmi notre audience là, en particulier, qui doivent avoir des questions pour vous. Donc, je vous remercie énormément pour vos interventions, votre partage aujourd'hui. Et je vais maintenant passer la parole à Thème pour la suite. Merci. Merci, Émilie. Donc, je remercie tous nos panélistes pour ces échanges et ces réflexions.